Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir avec nous sur le plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on va parler de cette visite ministérielle dans l'océan Indien. Georges Paul Angevin, ministre des Outre-mer, était du côté de la Réunion hier et aujourd'hui. Par contre, on ne l'a pas vu à Mayotte. Vous nous direz pourquoi, notamment au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 5 juillet. Toute la journée, les discussions ont tourné autour de la fin du Ramadan. Aujourd'hui, demain, seul le grand cadi était à même d'en décider en fonction de la lune. Vers 18h, l'annonce a finalement été faite et le Ramadan est terminé. Mais nous nous sommes penchés sur les causes qui poussent les fidèles à ne pas célébrer l'Aïd le même jour. Explication. Avec l'Aïd, les supermarchés se sont retrouvés dévalisés ces derniers jours. Et comme souvent à cette époque, la pénurie d'œufs s'est installée sur le territoire aux grandes dames de la population. Nous avons rencontré les aviculteurs qui ont accepté de nous parler des problèmes qu'ils connaissent. La foire de l'Aïd a pris fin ce soir. Après une polémique et des premiers jours bien moroses pour les commerçants, le bilan avait sonné ce matin. Et au regard des témoignages, ce dernier semble des plus mitigés, notamment d'un point de vue financier. Reportage à la fin de cette édition. Et depuis ce matin, une question revient sur toutes les bouches. Quand sera célébrée la fin du Ramadan? Comme chaque année, chacun y va de sa théorie, voire de son pronostic, mais seul le grand cadi en mesure d'annoncer l'aide et le filtre. Car si le Ramadan a pris fin ce jour en métropole et dans de nombreux pays arabes, la région n'est en aucun cas contrainte de suivre le mouvement. Seule l'apparition de la lune fait foi, comme nous l'explique Mohamed Nassur El Mamouni dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Et justement, on reverra ce sujet avec El Mamoun. Mais à noter que le doute est désormais levé sur la question, puisque depuis 18h, la lune est visible ici à Mayotte, dans le ciel mahorais. L'Aïd el-Fitr sera donc célébrée demain. Toute l'équipe de Kwezi et moi-même vous souhaitons une joyeuse Eid. Aziza Watukufu, Eid Mbaraka. Revenons maintenant à l'explication donnée par El Mamouni quant à cette différence au niveau de la célébration de l'Aïd. Quand l'Aïd el-Fitr sera-t-elle annoncée? C'est la question que beaucoup se posent depuis ce matin. El Mamoun Mohamed Nassur a donc tenté d'y répondre en expliquant notamment la cause des incertitudes. En effet, il nous est recommandé de sceller le Ramadan à la vue de la lune et de rompre le Ramadan et de faire donc l'Aïd à la vue aussi donc de la lune. Si aujourd'hui, 29e jour, nous voyons la lune, fondamentalement demain, donc ce sera l'Aïd. Sinon, si on ne l'a pas vu aujourd'hui, ça sera le jeudi. Cependant, il est possible que cela puisse être demain si dans la zone, quand je parle de la zone, c'est notre zone géographique, Madagascar, les Comores, Zanzibar, Kenya, donc l'Ouest Afrique, dans lequel nous sommes donc dans la même zone, dans le même fuseau horaire. Et si effectivement eux ils voient la lune, qu'on communique l'information, demain ce sera l'Aïd, Inch'Allah. En clair, Mayotte n'est en aucun cas contrainte de suivre la métropole, puisque seule la lune fait foi. Néanmoins, certains préfèrent suivre l'Arabie Saoudite, au risque que la fête ne soit pas commune. Il y a des communautés musulmanes ici, même s'ils sont de ce Chafi, mais qui disent ou qui déclarent que c'est mieux donc de suivre l'Arabie. Donc en fait, ils peuvent, parce que c'est clair, demain l'Arabie va fêter donc l'Aïd. Donc fondamentalement, les gens comme ceux de mon village, de mon quartier de Balamanga ou autres vont en principe rompre peut-être, ou peut-être qu'aujourd'hui ils vont entendre raison et vont attendre que les autres finalement organisent l'Aïd pour qu'il y en ait enfin une cohésion dans ce contexte-là. En effet, dans le quartier de Mtsapéré par exemple, certains se calquent sur la métropole.
Ils ont débuté le jeûne un jour plus tôt et vont ainsi célébrer la fin du mois saint en décalage. Il faudrait effectivement qu'on arrive à mettre une certaine cohésion de façon à ce qu'on puisse avoir à partager cette journée de joie, n'est-ce pas, ensemble, de la même manière, le même jour. L'Eid el-Fitr sera donc célébré demain à Mayotte. Tout autre sujet à présent, hier et aujourd'hui, la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, était en visite sur l'île de la Réunion. Une visite express de 48 heures qui devait notamment permettre de faire un bilan d'étape sur des chantiers importants et ce notamment dans des domaines comme le social ou encore l'écologie. Aucun crochet par Mayotte n'aura été prévu et la ministre s'en est justifiée sur le plateau de nos confrères d'Antenne Réunion hier. Je vous propose d'écouter ses propos. Je suis allée à Mayotte en novembre et en novembre j'ai rencontré les Mahorais. Il y a eu d'ailleurs des revendications syndicales, donc j'ai bien compris quelles sont les difficultés des Mahorais. Mais la situation a évolué depuis, il s'est passé des choses graves récemment. Non, mais depuis le mois d'avril, quand les choses ont commencé à être plus compliquées à Mayotte, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait venir les gens à Paris. Et nous avons reçu les organisations syndicales, nous avons reçu les élus, nous avons fait des démarches avec les ministères pour pouvoir avoir les arbitrages nécessaires, puisque en gros, nous maintenant, on sait ce qu'il faut faire à Mayotte, quels sont les besoins. Aujourd'hui, mais la venue d'un membre du gouvernement, ce serait un symbole fort. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir les arbitrages nécessaires pour pouvoir lancer les opérations. Donc, nous avons fait venir les élus, nous avons annoncé aux élus ce que nous allons faire. Nous avons bâti avec Cazeneuve un plan sécurité pour Mayotte, et par conséquent, je crois que nous avons nettement avancé pour résoudre les problèmes de Mayotte. À la rentrée, oui, sans doute, j'irai, parce que... Il y a une date de prévu, vous y retournerez quand ? Non, pas encore, mais ce sera septembre, octobre. Bon. Mais si vous voulez, j'ai pas de souci pour aller à Mayotte, mais mon sentiment est véritablement qu'aujourd'hui, il fallait que nous réglions les problèmes à Paris, parce que avoir des arbitrages, c'est ça qui est important pour avoir des solutions. On vient de le voir, Pierre, la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, qui essaye de justifier le fait qu'elle ne soit pas venue à Mayotte malgré sa présence à La Réunion. Oui, elle a justifié, donc on l'a entendu, justifié avec ces mots de cette non-venue à Mayotte, sur le département quand même voisin. Donc on pouvait s'imaginer qu'elle aurait fait un crochet, peut-être même de 24 heures. Voilà, maintenant c'est vrai que beaucoup se sont offusqués qu'elle ne vienne pas. Mais lorsqu'une ministre va par exemple en Guadeloupe, elle ne va pas forcément en Martinique. Même si c'est bien souvent le cas quand même. En tout cas, quoi qu'il en soit, il est clair que, étant donné la situation sur le département, oui, elle l'a évoqué. Elle explique que c'est parce que actuellement tout est réglé à Paris et que les discussions se font à Paris parce que le climat est peut-être plus sain, plus serein. Il y a peut-être maintenant, c'est vrai que ces explications sont un petit peu bancales parce que on se dit quand même qu'avec tout ce qui s'est passé, on aurait aimé voir la ministre des Outre-mer venir à Mayotte, peut-être même le ministre de l'Intérieur avec le nombre d'événements. Maintenant, on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin que des ministres viennent sur place sur une journée comme aujourd'hui. On a quand même des faits divers qui sont quand même très importants et très graves. Ce matin, une dame de 53 ans a été sauvagement agressée. Elle se rendait à son travail. Deux individus s'en sont pris à elle. Il souhaitait lui dérober ses biens. Elle s'est quelque peu défendue. En tout cas, elle n'a pas obtempéré. Et ils lui ont tailladé le bras avant de lui verser un bidon d'essence dessus en la menaçant de la brûler, de l'immoler, de lui mettre le feu. Donc on voit un peu la gravité. Quelques heures plus tard, en fin d'après-midi, vers 17h, deux jeunes ont circulé dans un véhicule, l'un avec une arme. Alors on ne sait pas encore si elle était factice ou non. En tout cas, certains parlent d'un calibre 22. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il pointait par la fenêtre les passants. Donc ça a créé une panique. C'était des individus dans un véhicule qui se sont dirigés. Ils partaient de Mamoudzou, ils se sont dirigés vers Ntapéré. Ils ont été interpellés.
Voilà, et puis quelques minutes plus tard, on apprend également l'évasion de trois personnes de la prison de Magicavo. Voilà, 3 individus ont réussi à s'échapper de la prison. C'est la toute première fois. Alors on le sait, c'est une prison qui aussi pour la toute première fois atteint son nombre de places maximum. Voilà, donc est-ce que c'est lié? On ne sait pas. En tout cas, voilà des faits divers importants. Et effectivement, on aimerait avoir sur le territoire Bernard Cazeneuve, la ministre des Outre-mer, qui viennent faire passer des messages. Le préfet a pris le relais, il a changé de discours, et il a pris le relais de Seymour Morcy, il a changé effectivement de discours, changé aussi certaines méthodes. Maintenant, très peu sont ceux qui trouvent cela satisfaisant. Et c'est vrai que d'avoir la ministre des Outre-mer, sachant qu'elle est à 1500 km d'ici, à moins de 2 heures d'avion, voilà, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et surtout que l'on sait que Mayotte a beaucoup été affectée par l'image qui a été véhiculée, notamment par de nombreux médias nationaux. Ça aurait été peut-être pas mal d'avoir un autre son de cloche venant de la ministre. Oui. Alors, on sait qu'elle était venue au mois de novembre. Ça s'était extrêmement mal passé. Elle n'avait pas pu terminer sa visite. En tout cas, elle n'avait pas pu inaugurer, on se souvient, cette fontaine à eau. Donc, effectivement, on attendait à ce qu'elle revienne plus tôt. Finalement, elle va revenir, elle a expliqué sûrement à la rentrée, donc ça fera un an sans visite. Avec tout ce qui s'est passé au cours de cette année, c'est vrai que c'est très étonnant et ça aurait, je ne sais pas si ça aurait rassuré, mais c'est vrai que l'image qui a été véhiculée, et puis aussi le gouvernement avait été très ferme sur les expulsions en accusant les expulseurs, ce qui est compréhensible au regard de la loi, mais sans jamais expliquer que oui, la situation est compliquée et qu'il y a forcément des choses qui ont amené à ça. C'est pas du jour au lendemain que ça s'est décidé. Il y a des causes à tout ça. Et souvent, les causes, elles sont liées à la gouvernance de l'État à Mayotte. Et c'est peut-être aussi pour ça, mais en tout cas, voilà, ça pose quand même question, le fait qu'elle ne soit pas passée par Mayotte. En tout cas, elle va annoncer prochainement sa visite. Et c'est sûr que cette visite, elle va être regardée au peigne fin, parce qu'il va y avoir beaucoup d'attentes autour de sa prochaine venue. Une visite que l'on suivra bien sûr de très près, comme on le fait d'habitude sur KTV. Merci beaucoup Pierre. Et c'est bien connu, chaque année durant le Ramadan, l'offre alimentaire se heurte à quelques soucis face à une demande qui augmente largement. Il n'est pas rare que certains produits viennent à manquer sur les étals. Et cette année encore, la palme revient aux œufs qui, aux 4 coins de l'île, sont désespérément recherchés. Nous avons rencontré la société civile agricole de Mayotte et la coopérative mahoraise d'aviculture pour en savoir plus sur les causes de cette pénurie d'œufs. Les précisions dans ce reportage d'Adèle Laurent. Pour les aviculteurs de Mayotte, 2 périodes sont importantes dans l'année, la période des mariages et la période du Ramadan. En cette fin de mois sacré, une pénurie d'œufs se fait sentir. Ceux-ci sont produits localement, mais également importés de la Réunion. Pour le gérant de la société civile agricole de Mayotte, l'importation ne peut pas toujours pallier à la demande, trop importante. Est-ce que la Réunion peut fournir tout le temps? C'est pas sûr, il y a des grèves, il y a des problèmes de transport maritime, ce qui fait qu'on peut avoir des pénuries. Mais c'est indépendant de nos volontés, même des volontés de grande surface. Parce qu'ils ne peuvent pas amener des œufs d'ailleurs de la Réunion, parce qu'il y a une question de fraîcheur, une question de normes européennes. Un seul magasin nous commande 31 600 œufs, un seul magasin, avec une production de 30 000 œufs. Comment voulez-vous qu'on fournisse tous les magasins avec des commandes en moyenne journalières de 80 000 œufs jour, avec une production de 30 000 soyons honnêtes. Hein. Si on pouvait programmer la poule à faire 2 œufs par jour, ce serait impeccable. Hein. Puis après on l'arrête, mais on ne peut pas. Une poule pond en effet un œuf par jour et celui-ci se garde au maximum 21 jours. La SCAM a respecté son planning de production avec environ 220 000 œufs mis sur le marché par semaine. Quant à la coopérative mahoraise d'aviculture, créée en 2010 et cofinancée par l'État et le conseil départemental, elle a du mal à boucler son planning. Ali Amboudi nous explique une des raisons. J'ai 40 000 œufs qui sont quelque part, je ne peux pas citer chez qui, c'est des éleveurs que je ne peux pas commercialiser parce qu'ils ont un souci sanitaire. Effet, 40 000 œufs, si je l'avais aujourd'hui, ça aurait dit quand même rectifier pas mal de tirs. Et ce sont des aléas auxquels on commence à sensibiliser à dire. La Comavi se dit consciente des efforts à fournir et a engagé récemment 2 techniciens afin de faire évoluer la méthode de production, ce qui devrait normalement régler les problèmes de pénurie des prochaines années.
Mais pour le président de la coopérative, la responsabilité de la pénurie d'œufs n'incombe pas seulement aux paysans. On tire les oreilles des paysans, mais je dirais que les paysans ne sont pas les seuls responsables. Quand on va sur la place de Mtsapere, on trouve qu'il y a des gens qui entendent qu'on livre, ils achètent la totalité et puis ils les vendent à 3 fois le prix. Donc vous dites là, c'est les paysans qui sont responsables? Je ne le pense pas. Comment veux-tu qu'un magasin te laisse à une personne d'acheter par exemple 100 ou 200 plaquettes tout seul? Or il y a des gens qui veulent, les gens qui n'achètent. Donc il y a quelque chose qui cloche. Des problèmes au niveau de la production, mais aussi de la vente. Pour Jacques Velli, la création d'une casserie d'œufs pourrait être une solution à la pénurie annuelle. On pourra peut-être trouver des solutions avec une casserie qui pourrait justement faire du stock en œufs liquides ou œufs durs, comme ça a déjà été fait à Panima, pour compenser un peu ce manque d'œufs. C'est un peu... ce serait un ballon d'oxygène à côté si on n'a pas d'importation. C'est qu'on se va à partir du moment que la casserie fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, c'est pas comme ça. C'est un des combats qu'on fait avec l'interprofession qu'on a monté depuis 1 an. C'est un peu long et dur à monter, mais il faut que tout le monde soit solidaire et tout le monde parle le même langage, ce qui n'est pas toujours le cas à Mayotte. La casserie permet en effet de mieux réguler les marchés locaux, de traiter les invendus et de valoriser les œufs déclassés. Une autre solution serait d'augmenter la production locale, avec notamment le projet de la SCAM et de la Cavima des 40 000 poules pondeuses. Mais en augmentant l'offre d'œufs toute l'année, le risque serait de ne pas voir la demande, elle, augmenter. La Comavi manifestera à partir de demain pour l'évolution des droits des petits producteurs et le refus de ce projet des 40 000 poules pondeuses fait d'ailleurs partie de leurs revendications. Et plus les semaines passent, plus la liste des candidats aux élections législatives et sénatoriales s'allonge. Ce matin, nous recevions Elad Chakrina, candidat à la députation en 2017. Il s'est prononcé également sur son souhait quant aux représentants du parti Les Républicains pour les élections présidentielles. Et alors que le président du parti local, Mansour Kamardine, soutient Alain Juppé, Elad Chakrina opte, lui, pour celui que certains considèrent comme le père de la départementalisation. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. Sarkozyste. Sarkozyste. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais, mais non, c'était très clair. Pour moi, la tendance, elle est très claire. C'est-à-dire que nous avons un ancien président de la République qui a départementalisé Mayotte. Vous savez que Mayotte, personne ne voulait en entendre parler. Personne ne voulait entendre parler de la départementalisation de Mayotte. Pourquoi ? Trop loin, c'est des Noirs, c'est des musulmans. On a un président de la République qui a pris ses responsabilités et qui a dit, écoutez, ce ne sont pas non plus des sous-citoyens, ce ne sont pas non plus des sous-français, on va départementaliser Mayotte. Il l'a dit clairement. Il l'a fait. Il l'a dit, il l'a fait. Donc, à partir de cet instant-là, je crois qu'à mon avis, il est parfaitement bien légitime que nous rendions hommage à celui qui nous a donné un statut que nous demandions depuis plus de 60 ans. Le contraire serait quand même de l'ingratitude. Et depuis janvier 2016, une loi de modernisation du système de santé a été votée en France. Son entrée en vigueur devra se faire de manière progressive, ce qui impactera directement les Outre-mer et Mayotte. En effet, à travers les GHP, les groupements hospitaliers de territoire, le CHM devra travailler en étroite collaboration avec les centres hospitaliers du département voisin. Ce matin, nous recevions le syndicaliste Abdou Maoulida qui s'est exprimé sur le sujet lors d'une interview enregistrée que je vous propose de regarder maintenant. Abdou Maoulida, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire général pour la CGT au sein du CHM. Oui, et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les GHT. Alors, les GHT, ce sont les groupements hospitaliers de territoire qui entrent dans le cadre de la nouvelle loi de modernisation du système de santé. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous, sur ces GHT? En quoi ça consiste exactement? Vous savez, personnellement, moi, je vous dis, on a été invité qu'une seule fois. Nous qui siégeons au conseil de surveillance, les membres représentants du personnel. Et personnellement, je sais qu'il y a eu plusieurs ateliers de travaux pour justement mener à bien cette situation. Mais en ce qui me concerne, la force est de constater que tout ce qui se passe dans cette GHT, en gros, on n'est pas éclairé. Mais en plus de ça, par rapport aux retombées, tout ce qu'on voit, nous, c'est comme qui dirait, on va tomber carrément dans l'histoire de l'économie, encore une fois, de l'État.
qui pour nous va nous ramener complètement sur, comme qui dirait, une centrale d'achat auquel tout le monde va acheter au même endroit. Et donc, certainement, une grosse commande équivaut à avoir un peu plus d'économie, mais l'économie se fait dans la santé et c'est quand même plus dangereux, quoi. Donc, alors, je ne suis pas totalement confiant. Qu'on comprenne un peu ces GHT, alors c'est des groupements hospitaliers de territoire, c'est-à-dire qu'on regroupe ensemble, on fait une coopération plus étroite entre des centres hospitaliers. Alors, par exemple, en l'occurrence pour nous, ça sera La Réunion et Mayotte, c'est ça ? Oui, exactement. La Réunion et Mayotte, comme c'est la région, donc du coup, il y a les hôpitaux de La Réunion, vous savez très bien combien il y en a, plus Mayotte qui est là en tête CHM, même s'il a ses petites périphéries. Mais en toute sincérité, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un moyen de serrer la vis pour essayer justement peut-être de mutualiser certains moyens qui justement vont sur le côté des achats pour ne pas avoir 100 000 fournisseurs ou 100 000 modèles de médicaments, en gros entre le générique et le médicament propre. Donc je suis vraiment inquiet. L'objectif avoué par le gouvernement avec cette loi de modernisation du système de santé, c'est d'être plus proche de la population. Alors là, il y a une question qui se pose effectivement, est-ce qu'on peut être plus proche de la population lorsqu'on va regrouper des centres hospitaliers qui appartiennent à des îles qui sont éloignées de 1500 km l'une de l'autre, avec des populations données qui sont complètement différentes et un contexte qui est différent? Mais de toutes les façons, on le sait pertinemment, Mayotte, c'est vrai qu'il est à 1500 km de La Réunion, mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'aujourd'hui, La Réunion, qui semble déjà ne pas totalement nous accepter, parce qu'on lui cause quand même certains déficits à certains endroits auxquels je ne vais pas citer, mais dans le fond, quand on regarde bien, si on serre la vis, c'est clair qu'eux, ils seront aussi serrés, et si aujourd'hui ou demain, on veut prétendre ne serait-ce qu'à un plateau technique quelconque qui soit, ne serait-ce qu'ici à Mayotte, on le sait très bien, la première maternité, je ne pense pas qu'on puisse y accéder par rapport à ces moyens-là, quoi. Donc, on va peut-être plutôt se fâcher encore avec les Réunionnais, parce que la vis va être tellement serrée que même eux ne pourront pas voir de visibilité à venir sur leur propre projet. Et donc, cette histoire met plus à l'aise l'État que la région, quoi. Alors, justement, vous expliquiez que vous aviez eu une seule réunion de travail, j'allais dire, là, sur ces GHT. Comment ça va se mettre en place entre Mayotte et La Réunion, justement? On a été plutôt invités à un séminaire, mais les groupes de travail ont déjà été faits au préalable. Et justement, cette question qui se posait toujours, mais comment on va faire alors que Mayotte est à 1500 km et le fauteuil utilisé à La Réunion peut peut-être ne pas convenir à Mayotte, ou simplement une machine commandée pour La Réunion ne peut pas être entretenue à Mayotte. Donc notre inquiétude est assez grande et on va juste quand même s'inquiéter. Et j'avais quand même posé la question, est-ce que demain vous ne ferez pas les embauches depuis La Réunion, quoi? Alors cette question, vous l'avez posée à l'ARS Océan Indien, parce que c'est là finalement. Non, au séminaire. Ouais. On a l'impression aussi que l'ARS Océan Indien et Réunion, c'est beaucoup Réunion et pas assez Mayotte. C'est le sentiment que vous avez parfois au sein du CHM? Si vous en jugez par la dernière grève passée, moi je peux vous dire tout simplement qu'au tout début, c'est clair que l'ARS c'est notre tutelle, mais personnellement, il y a des moments où on émet quand même certaines réserves parce qu'on a l'impression d'être quand même les parents pauvres, quoi. Un dernier mot sur ces GHT. Est-ce que quand même on peut y voir du positif, notamment sur le fait que il y a quand même une coopération qui existe déjà entre le CHM et les centres hospitaliers réunionnais. On pense notamment pour tout ce qui est Evasan. Est-ce que là, ça peut pas faciliter les choses? Justement, là où je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même certains endroits auxquels les économies se faisaient et d'autres auxquels nous, quand je dis nous, c'est Mayotte, causaient un déficit à La Réunion. Personnellement, je vous le dis encore, j'ai peur que Mayotte et La Réunion se mettent tout simplement à se fâcher, surtout La Réunion, plutôt qu'avancer. Maintenant, on cherche tous le bon sens. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'on aurait pu en discuter un peu plus fortement. Seulement, le problème ne touche pas que Mayotte et La Réunion, puisque c'est le ministère qui pilote. Et généralement, celui qui pilote est censé être dans l'avion, mais il n'est pas censé être à 10 000 km. Donc... Abdou Maolida, merci beaucoup. On va suivre de très près cette mise en place des GHT à Mayotte en tout cas. C'est moi. Des propos recueillis donc par Pierre Bellucci. Voyons à présent ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mardi 5 juillet. C'est tout de suite et c'est dans l'actualité en bref. Il y a un an,
Le cabinet Incidence proposait la mise en place d'un système de répression contre les pollueurs. Si le maire de Koungou et président du CIDEVAM 976 est allé dans ce sens, les autres communes sont jusqu'alors restées clémentes en la matière. Mais face à la pollution grandissante, la mairie de Pamandzi change de ton. Une distribution de lettres estampillées police municipale a ainsi eu lieu dans la commune. En voici quelques lignes. Si vous êtes témoin d'une infraction de dépôt d'ordures dans la commune, veuillez prendre contact avec la police municipale afin de dénoncer une personne, en particulier par le biais de différents moyens comme la lettre anonyme ou la dénonciation sous forme verbale. Si la méthode a de quoi choquer, la police municipale a souhaité rappeler qu'aucun excès de zèle ne serait admis. En effet, la dénonciation est une accusation, elle peut donc entraîner à l'encontre de la personne qui en est l'auteur des peines plus ou moins sévères, tandis que toute dénonciation mensongère en connaissance de cause est également punie par la loi. Les résultats du baccalauréat à l'issue du premier groupe sont tombés ce matin, et pour le moment ce cru 2016 ne semble pas des plus réjouissants, car les chiffres partiels font état de 52,8% de réussite pour les séries générales, soit une baisse de 4,2 points par rapport à l'année passée. En ce qui concerne le baccalauréat technologique, les chiffres sont plus inquiétants, puisque seuls 41,7% des inscrits l'ont obtenu, avec une baisse de 7,3 points comparée à 2015. Pour les séries professionnelles, 64% des élèves ont d'ores et déjà conquis leur sésame, avec cette fois une hausse de 6,9 points. Les lauréats avec mention sont quant à eux nettement en hausse. Place maintenant au rattrapage pour 27% des candidats scolaires, à qui nous souhaitons bonne chance dans cette redoutable épreuve. Et félicitations à tous ceux déjà en possession du Graal. Elles sont de retour. Ce week-end, les premières baleines ont été aperçues au large de l'île au Lagon. Un moment toujours particulier pour tous ceux qui ont la chance de les approcher. À ce titre et avec la saison qui commence, il convient de rappeler les consignes à respecter pour ne pas déranger ces majestueuses créatures marines. Oulangananyamba, Atoll ainsi que le parc naturel marin souhaitent notamment que les règles d'approche soient suivies à la lettre, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas à Mayotte. Il est ainsi réclamé de ne jamais couper la route à un mammifère marin. Les embarcations doivent rester du même côté pour éviter le phénomène d'encerclement. En cas d'approche d'un autre mammifère marin, tout changement de trajectoire et toute accélération sont interdits. Autant de règles qui doivent impérativement être respectées. Les associations en appellent donc au civisme de chacun et au respect des baleines, comme des autres merveilles qu'abritent les eaux mahoraises. Et direction maintenant le terre-plein de Mtsapere où la foire de la Eid bat son plein à la fin de cette fête de Ramadan. Et si les commerçants craignaient de ne pas écouler leur stock, le week-end passé et ce début de semaine auront semble-t-il permis de limiter la casse. Et quand bien même les heures étaient comptées, l'affluence a finalement été au rendez-vous. Nous sommes partis à la rencontre de ces commerçants ce matin. Nous étions sur place donc pour prendre la température. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Cette foire de l'Aïd aura été marquée par une polémique liée à son emplacement. Aujourd'hui, l'événement touche à sa fin et l'heure du bilan a sonné. Et pour ce commerçant, le terre-plein de Mtsapere représente le lieu idéal. La mairie a pris de l'avance sur nous, elle a organisé un espace bien goudronné, il y a de la place pour les véhicules, un parking, il y a des toilettes, il y a de la lumière, il y a de la bonne sécurité, l'espace est bien grillagé. Donc on estime que ça c'est une très bonne initiative et que dans l'avenir ça devrait reprendre de la même façon. Nous espérons que les organisateurs vont pérenniser une telle organisation, encore une fois, et pour éviter justement la place de la République où très souvent on encombre les parkings et les gens n'arrivent pas à entrer dans le marché de Mamoudzou. La semaine passée, les commerçants se plaignaient du manque d'affluence et d'un chiffre d'affaires loin de répondre aux attentes. Une véritable catastrophe pour certains, même si ces derniers jours de foire semblent avoir permis de renflouer les caisses. Ifwari afet alhamdulillah. Shili rudzu riziki yatu mwezi Mungu arjalia yo riudzu. Vavo kartu shirara la riziki yatu. Vavo mwezi Mungu arjalia riziki yatu arjalia rili. Nasira hazin rahakarazi hazi. Vavo karsi jua mbavu tongedzera na vavo au jeje. Alhamdulillah rabbil alamin arshukuria. Wami tishukuria tisijua wanyangu be tishukuria hiyo na para.
iviri feti vantu wakanaharara wakuria bei wasikara kana harara mana rishomba vantu watsoja wajawangalie mana vantu wakiamba vurengeledzi wavustawi vutulwa parkingi vutulwa mwenge waburika suri certaine mbavutsoja vantu wajangalie na mtu muzongalia tsonunua iviri feti alhamdulillah nekaidimeso nsohimidia yona para nekatimeso so continue na meso kamwa benzi. Si certains se disent satisfaits, pour d'autres, cette foire n'aura pas répondu aux attentes financières des commerçants. Par contre, commercialement parlant, cette année, il y a trop de commerçants. Partout, il y a des foires à Dzoumongé, à Kaini, à Majikabo, qui fait que commercialement, on n'a pas vu la couleur de l'argent. Mais bon, avec une bonne organisation, espérons que dans les années à venir, les choses vont se mettre en place rapidement. Le bilan restera donc mitigé, même si le rendez-vous est désormais pris l'année prochaine. Même place, même lieu. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez le face-à-face suivi de l'invité du temps de parole, Elad Chakrida. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et Fête de l'Aïd oblige, la rédaction et moi-même vous donnons rendez-vous jeudi pour une nouvelle édition. Encore une fois, excellente Fête de l'Aïd à vous tous. Watukufu Idim Baraka.